retour une fois de plus pour un nouvel épisode du CQFR avec Shai Mamou pour décrypter tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Il y a eu des choses plutôt intéressantes, un match qui était pas la nuit d'ailleurs, qui était une heure tout à fait confortable pour nous Européens. C'était le match de préparation Team USA face à la Serbie. Un choc qu'on attendait un petit peu, on attendait de voir ce que ça allait donner aussi pour pouvoir peut-être prendre un peu de perspective sur la défaite de l'équipe de France face à cette même équipe de Serbie la semaine dernière. Un match qui a commencé sur les chapeaux de roue. La Serbie qui était au contact à la fin du premier quart-temps, qui est même passé devant, si je ne me trompe pas, en début de deuxième quart-temps. Et derrière, Team USA qui a fait une démonstration. Je pense que c'est le terme qui a vraiment accéléré pour aller s'imposer finalement très largement 105-79 avec même du vrai garbage time à la fin parce que il y a même Les Langston sparring Galloway, partners, ouais. exactement, Nigel Hayes-Davis et Mika Porter qui sont rentrés en match sur la fin. Shai, qu'est-ce que tu as retenu de ce match? Que Steve Kerr a encore fait des essais d'entrée, c'est-à-dire qu'il a un trio inamovible pour l'instant sur les 3 premiers matchs de préparation, les joueurs qui ont été 3 fois titulaires, c'est-à-dire Steph Curry, LeBron James et Joel Embiid, et qu'autour ça a encore un peu bougé. Alors Tatum était déjà titulaire au match précédent, mais là il a réintégré Jrue Holiday, et à nouveau c'est les remplaçants, à chaque fois c'est les remplaçants qui font la différence pour Team USA depuis le début de cette préparation. Alors Curry, qui était titulaire, a fait Curry son était premier chaud. vrai bon Ouais. match, 24 points, 8 sur 13, 6 sur 9 à 3 points. Il a vraiment été bon quand Team USA a accéléré. Mais sinon, j'ai encore trouvé que les choses les plus intéressantes venaient du banc. Tu vois. C'est-à-dire que pour moi, le duo, je pense que si tu mets Anthony Davis en 5 et Bam Adebayo en 4, c'est quasi injouable en fait. Parce qu'ils sont... Davis, il fait bon, 7 points, 6 rebonds, c'est pas incroyable, mais il fait 6 contre. Bam Adebayo, 17 points, 8 rebonds. Il a été Les énorme. deux ensemble, c'est vraiment... Adebayo est vraiment, vraiment très, très fort. Et je trouve que c'est encore du bon que c'est venu. Edwards, comme d'hab, très, très tranchant, qui a envie de montrer qu'il peut être la première option. On le dit à chaque fois en rigolant parce que c'est lui qui l'a clamé, mais 16 points en 16 minutes, hein, donc microwave pour Anthony Edwards. Et ce que j'en retiens, c'est que, tu l'as dit, la Serbie a bien démarré, a posé problème à Team USA qui était en mode diesel. Mais comme d'habitude, à partir du moment où Team USA a accéléré, ça a été très, très compliqué pour les Serbes de rester dans le tempo. Je pense à la défense déjà, parce que dès que les Américains défendent, historiquement, de toute façon, c'est comme ça, hein, avec l'impact physique. Dès qu'ils commencent à défendre, c'est très, très compliqué pour tous les adversaires, que ce soit les Serbes, les Australiens. Bon, bref, c'est là-dessus encore que ça s'est joué. Donc voilà, victoire, je pense, rassurante, entre guillemets, pour les Américains, contre un adversaire qui a pas montré non plus totalement le même visage que contre la France, si ce n'est pendant un quart temps et quelques minutes. Mais voilà, j'attendais un peu. Dernier petit truc que je retiens, c'est que Joel Embiid continue de moins jouer que ses camarades du 5. Il a joué 16 minutes j'ai plus ses stats en tête, mais c'était bon, correct, mais sans être très adroit. Et donc, il n'y a pas eu l'espèce de duel qu'ils avaient essayé de lui vendre, même à lui. Hein. Alors, Jokic versus Embiid, le duel de usual suspects du MVP en NBA. Bon, là, ça n'a pas été trop l'intérêt de ce match. Ouais, avant de revenir sur la Serbie, je voudrais revenir effectivement sur ce que tu disais sur Team USA. Mhm. Au bout du compte, moi, je serais pas étonné que Steve Kerr ne s'attache pas à avoir un seul 5 de départ et qu'il mixe même durant les Jeux Olympiques, qu'il alterne un petit peu, histoire de ménager les égos, de ménager aussi les opportunités. Je partage ce que tu as dit, Stephen Curry a été énorme. Hein. J'ai l'impression qu'il avait vraiment envie de se racheter après son match raté, entre guillemets, au match précédent. Il avait 18 points à la mi-temps, si je ne me trompe pas. Il finit avec 24. Donc je pense que ça va bouger effectivement. C'est parti pour que ces trois-là, les joueurs que tu as ciblés, LeBron, Joel Embiid et Stephen Curry restent soit titulaires, même si effectivement au bout du compte Embiid use, mais c'est pas le meilleur, clairement pas le meilleur intérieur sur ce début de préparation. La question que je me pose, c'est quand même celle d'Anthony Edwards. Honnêtement, tu le vois jouer, il a une assurance et un niveau de jeu qui est vraiment impressionnant. Franchement, je pense que sur ce qu'on voit en tout cas là de ce début de saison de préparation, pardon, si jamais Kerr devait choisir vraiment un 5 de départ fixe, je pense qu'il est indiscutable en fait, Anthony Edwards. Ouais. C'est un luxe énorme de l'avoir en sortie de banc. Que le fait d'alterner des 5, ça te permet aussi voilà, de choisir quand tu veux ménager l'un ou l'autre, histoire que tout le monde reste concentré sur le projet collectif. Mais je l'ai trouvé, voilà, je le trouve vraiment impressionnant. Et au-delà du jeu, tu sais, on l'avait dit déjà l'an dernier, on se demandait si sa campagne avec Team USA allait pas le propulser, lui faire passer un cap en NBA. Ça a clairement été le cas. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est ça.
je le vois jouer, ça me fait penser aux anecdotes que racontaient, que ce soit Jordan ou Magic ou Bird, pour le coup, durant la Dream Team de 92, où tu Mmh. voyais ils s'étalonnaient les uns les autres aux entraînements, aux matchs, etc., qu'il y avait une espèce de hiérarchie qui se refaisait. Moi, j'ai l'impression que qu'il arrive, il se dit, mais de toute façon, je suis le meilleur. Alors, ça veut pas dire que c'est le meilleur joueur de Team USA, mais par contre, j'ai- je m'inquiète pour le reste de la ligue l'an prochain. Ouais, c'est ça, mais il a une confiance en lui qui est impressionnante, hein. Et tu sais, même en dehors du terrain, sur le terrain, tu as raison, je le dis tout à l'heure encore, il est extrêmement agressif en attaque, il est sur la lignée de ce qu'il a fait avec les Wolves la saison dernière. Mais même en dehors, tu sais, dans les petites conférences de presse, bon, il est toujours divertissant, c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien, c'est rarement ennuyeux, quoi. Il va pas juste faire de l'analyse bête et méchante. Mais et quand ils lui ont, et je sais plus, ils lui ont demandé dans quel sport, enfin, qui serait le meilleur dans un autre sport et tout. Et ils lui ont parlé de ses talents en natation. Apparemment, c'est une bête de course en natation. Et il a dit, moi, je les prends un par un, machin, machin, machin. Enfin, tu vois, il est toujours. Il a effectivement, tu as raison, cette espèce d'ADN de compétiteur pour tout et n'importe quoi. Alors, on va dire que ça, encore que c'est quelque chose qui fait penser à Jordan. On a vu dans les documentaires où il faisait des espèces de jeux à la con avec les concierges à Chicago. Enfin, bref. Et Ou il les a parties cette. de ping-pong dans les chambres Ouais, d'hôtel à ça, c'est. Barcelone. Ouais, où il apprend à jouer au ping-pong, enfin, où il s'entraîne au ping-pong tout seul dans sa chambre, histoire de revenir assez fort pour battre, je sais plus, Christian Leitner, je Christian crois. Leitner, qui était visiblement Ouais, le meilleur joueur de Team USA au voilà. ping-pong de Il la pouvait, Dream Team. il a pas pu supporter que Leitner soit meilleur que lui dans un domaine, donc voilà. Edward, je sais pas si c'est obsessionnel à ce point, mais il a vraiment une fibre comme ça. Et je- titulaire ou pas, ça changera pas grand-chose. Mais alors, t'as quand même raison, c'est pas pour une équipe comme les États-Unis, c'est pas anodin parce que c'est quand même des égos. Bon, dans toutes les équipes, il y a des égos, hein, mais là, tu n'as que des mecs qui sont quasiment les alphas de leur équipe. C'est les leaders de chaque équipe en NBA quasiment. Et, hum, et ça a de l'importance de savoir qui démarre, qui finit, tout ça. Il ne faut pas non plus oublier que dans l'équation, il y a Kevin Durant qui n'est pas encore là. C'est le seul joueur du groupe qui, pour l'instant, n'a pas eu la moindre minute de jeu parce qu'il soigne son mollet. Derrick White, lui, a fait ses débuts hier. Donc, il faut aussi intégrer Kevin Durant, qui lui aussi a un ego, certes un peu particulier, mais qui a un ego. Il y a plein de. On va voir, il y a encore quelques matchs. Je crois qu'il y a 2 matchs encore de préparation pour Team USA. Ils vont s'envoler pour Londres, si je ne m'abuse, avant de regagner notre chère France après. Ouais, ça va être intéressant. Pour finir sur Team USA, tu parlais de Bam Adebayo qui a été excellent. Ah Alors, ouais. 6 sur 9 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Il a écœuré un peu la Serbie sur un moment, une belle possession défensive de la Serbie qui gêne tout le monde. La balle revient tête de rack, enfin, dans l'axe à Bam Mmh. Adebayo qui met le tir à 3 points quasiment au buzzer. T'avais LeBron qui se moquait de lui en le renommant Bam Bam Splash en repartant après au vestiaire. Ce qui est impressionnant, et Bam Adebayo a été excellent au playmaking. Il y a un moment, une situation où il monte la balle et il dit à Tatum d'aller porter un écran. Tatum qui comprend pas trop en fait. Tu vois, qui veut se démarquer. Il dit non, on va porter l'écran et il va porter une espèce d'écran descendant pour Devin Booker qui sort et qui met un tir à 3 points. Bam Adebayo a vraiment été excellent et honnêtement, c'est vrai que c'est un plaisir de voir Curry et LeBron ensemble. Mmh. Parce qu'en termes comment dire, de connexion, de QI basket, il y a des moments, alors Ah, ça c'est se très ressent pas fort. systématiquement dans les stats, mais tu vois qu'ils sont sur la même ligne, la même longueur d'onde. Et tu sais, je me faisais une réflexion au sujet de LeBron quand il est sorti du lycée, donc c'est il y a un moment maintenant, parce que c'était en Mmh. 2003. La comparaison qui revenait le plus souvent, c'était pas du tout avec Jordan, c'était avec Magic Johnson en fait, pour sa Ouais. capacité à jouer, meneur de jeu de très grande taille, coup d'œil incroyable. Finalement, sa carrière a fait il a tracé sa propre route. Voilà, il a fait la carrière de LeBron. Et finalement, je pense que tu peux plus vraiment le comparer à d'autres joueurs tellement il est unique. Mais le voir dans cet environnement avec le fait qu'il n'ait pas besoin de porter la responsabilité du scoring. Mmh. Et c'est encore une fois sur ce match-là, c'est marrant, ça se voit pas dans les stats, parce il finit avec 2 passes simplement. Mais en termes de coup d'œil, de Ouais. playmaking, limite, je regrettais qu'il était si fort parce qu'en fait, je me dis, tiens, quel type de meneur ça aurait pu être s'il avait pas été aussi fort aussi en attaque. C'est un plaisir de les voir tous les deux jouer ensemble quand même. Mais c'est marrant, bah, LeBron, il y a des saisons où il a démarré meneur avec les Lakers et il était à une moyenne de Il passes l'est. hyper élevée. Ouais, ouais. Et après, oui, il est un peu de facto, à chaque fois. Mais ouais, c'est un joueur fascinant. De toute façon, je veux dire, c'est un cocktail de plein d'autres joueurs avant lui. Et en même temps, il a fait son propre produit. Et il y a ce côté playmaker
qu'on va peut-être plus voir. S'il continue de jouer jusqu'à 45 ans, au bout d'un moment, il va peut-être se concentrer sur la passe et aller chercher le record de John Stockton. Je sais pas, c'est peut-être un prochain objectif. Mais oui, oui, de toute façon, la connexion Curry et LeBron, en plus, elle est pas. Ils sont pas dans une espèce de rivalité. J'ai l'impression qu'ils ils sont très contents de jouer ensemble. Il y a pas, ils n'ont pas besoin de se prouver des choses. Ils sont tous les deux à des stades avancés de leur carrière. Je trouve qu'il règne une très bonne ambiance en fait autour de cette équipe. J'étais pas en direct en 92 pour. On a des éléments avec les bouquins, les documentaires et tout, mais j'ai moins l'impression de voir une confrontation d'ego, plus des gens qui sont contents de faire partie d'un truc peut-être historique à terme. Ça veut pas dire que je considère que c'est une Dream Team. Enfin, un peu hein, on a déjà eu ce débat, mais ou qu'elle est plus forte que la Dream Team 92, ça n'a rien à voir. Mais juste, j'aime plutôt bien l'atmosphère qui règne autour de l'équipe pour l'instant. En plus de la qualité des joueurs qui sont présents, quand même, faut aussi apprécier ça. Carrément. Et juste un petit mot quand même pour reparler un petit peu de la Serbie. Mm. Alors certes, c'est parce que Team USA a défendu très dur, mais la Serbie a été catastrophique sur l'adresse à 3 points. Il termine à moins de 30% au tir, si je ne me trompe pas, sur ce match. Mm. Et ça a été déterminant parce il y a quand même eu des séquences où ils ont plutôt bien joué et ils n'ont pas pu sanctionner en fait les aides défensives de Team USA. Et c'est là qu'ils ont pris l'eau en fait à partir du milieu de deuxième quart-temps et du milieu du deuxième quart-temps jusqu'au milieu quasiment du troisième quart-temps, ils ont quasiment pas scoré. C'est là que Ouais. l'écart s'est fait. Et j'ai senti, et déjà contre la France, j'ai trouvé Jokic, tu sais, j'avais été un peu étonné, je l'avais senti Mm. très sur les nerfs quelque part. Et là, tu le sens aussi, je trouve, il y a des moments de frustration. Il y a une Franchement, pression, hein. Il y a une pression sur lui quand il pense. Je sais il y a pas s'il toujours est, une pression. Ouais. je sais pas s'il est sensible à cette pression-là, mais c'est une équipe qui a fait des performances sans lui et qui, quand il est là, a toujours eu un peu de mal à jouer correctement avec lui et lui a du mal à jouer comme il le fait de manière divine avec les Nuggets tout le temps. Je pense peut-être qu'au niveau sur le plan national, il a peut-être une petite pression. Hein, faut pas exclure ça. Après, cette équipe de Serbie, tu sais, on en parlait un petit peu dans le CQFR de samedi. Elle est tout le temps talentueuse. Mm. C'est toujours des joueurs qui jouent, voilà, des joueurs très forts, des individualités très fortes. Mais il faut reconnaître que la mayonnaise n'a pas toujours pris. En fait, il y a même des générations précédentes très fortes où ça n'a pas pris parce que, voilà, je ne sais pas si c'est relationnel ou ce genre de choses. Et donc, c'est ça que je regardais un petit peu ça. Il y avait pas mal de moments d'énervement, des moments où il lâche des passes parfaites, ses coéquipiers n'arrivent pas à attraper les ballons. Ouais. Et. Vasilije Micic qui était en difficulté quand même encore une fois sur ce match, pas très adroit. Nous contre nous, enfin contre la France, il a mis un panier à 3 points hyper important sur la fin qui nous a un petit peu enterré. Là, tu le sens un peu en difficulté. Il y À avait pas, voir, à il y avait suivre. pas, il y avait pas Bogdanovic. Ouais, Bogdanovic n'a pas joué. t'as raison, t'as raison. Donc ça, pour Gros ça, manque quand même. c'est quand même un manque. Mais il y Ouais, a quand ouais. même deux, trois mecs que j'ai bien aimé dedans. Alors Avramovic, c'est le plus régulier de toute façon depuis la dernière compète. Je l'ai un peu découvert sur la dernière compète, même si c'est pas un jeune premier. Là encore, je l'ai trouvé très bon hier. Petrousev a été Et très bon aussi. Ouais. Petrousev, j'allais Ouais. dire Petrousev qu'on a entreaperçu en NBA, qui finit avec 11 points, je crois, qui m'a plutôt bien plu. Et à surveiller pour Jokic, parce qu'on a tellement l'habitude de le voir cool, détendu, sûr de sa force en NBA. Faut pas oublier que c'est un autre contexte pour lui. La Serbie, c'est son pays. Ils ont performé sans lui. Il a jamais été extraterrestre avec son pays. C'est les JO aussi. Enfin, voilà, c'est un autre challenge, je pense, pour lui, et c'est pas si simple. Ouais, carrément. Écoute, je te propose qu'on retraverse enfin qu'on reparte aux États-Unis pour Ouais. parler d'un record qui a eu lieu. Alors pas en NBA, on reviendra sur la Summer League NBA plus Mm. tard, mais en WNBA, où l'incontournable Caitlin Clark a ajouté un nouveau record à son palmarès. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, et Caitlin Clark qui donc n'a eu besoin que de 26 matchs en carrière en WNBA pour battre le record de passes décisives sur un match avec 19 passes désormais lors du match entre Indiana et Dallas cette nuit. Alors Indiana a perdu, c'est une mauvaise opération parce que Dallas c'est un peu la lanterne rouge de la WNBA, mais malgré cette défaite, Caitlin Clark a fait 24 points, 19 passes, 6 rebonds à 10 sur 19. Et a donc battu le record qui était détenu par Courtney Vandersloot, qui à l'époque jouait à Chicago quand elle a battu ce record. Aujourd'hui, elle est à New York. Et elle avait fait 18 passes en 2020, donc ça faisait 4 ans que le record tenait. Et avant que Vandersloot l'ait, ça faisait encore plus longtemps. Et là, bon, voilà, insolence, 26 matchs de WNBA. Dans la continuité de ce qu'elle fait ces dernières semaines, qui est vraiment de très, très, très haut niveau, elle joue beaucoup, un peu trop à mon goût. Là, elle a encore joué les 40 minutes du match. J'ai toujours un peu peur au niveau de l'usure physique et de la pression que ça met sur elle, mais sur les performances individuelles, il n'y a rien à dire. C'est du très très haut niveau déjà.
Ouais, c'est impressionnant. Il y a une autre stat aussi qu'elle a réalisée après ce match-là, après cette défaite, c'est que c'est devenu la joueuse la plus rapide à compiler au moins 400 points et 200 passes décisives en WNBA. Encore une fois, seulement sur 26 matchs. Avant elle, c'était Sue Bird, donc pas n'importe qui, qui avait eu Ouais. besoin de 33 matchs pour atteindre ces marques-là. Et Caitlin Clark l'a fait en 26 matchs. Alors, elle est déjà sur la voie de plein de records en tout genre. Pour, je suis content qu'elle ait réussi à surmonter un peu le début difficile parce qu'on en avait parlé. Il y avait énormément de pression, des attentes totalement démesurées pour une joueuse qui venait d'arriver au sein d'une équipe qui était loin d'être la plus performante de la ligue. Je rappelle qu'Indiana n'a pas fait les playoffs depuis 2016 quand même, donc ça commence à remonter. Ils sont en passe peut-être de les retrouver. Là, Indiana est 7e au classement, donc est dans le top 8, donc virtuellement en playoff. Et donc je suis content quand même qu'elle ait réussi à remonter un peu la pente, si toutefois c'était une pente, parce que ses stats étaient quand même très honorables, mais elle commence vraiment à prendre voilà, les codes de la WNBA, déjà, ça y est, elle les a et elle est en train de guider Indiana vers les playoffs, ce qui est un petit exploit quand même. Ouais, ce qui est cool quelque part, c'est, tu sais, quand j'ai découvert la joueuse, alors la hype était déjà en marche, hein, quand j'ai découvert Caitlin Ouais. Clark, je vais pas vous mentir. Donc je m'attendais au tir à 3 points, j'avais vu passer les highlights, et je te l'avais dit, Shai, moi ce qui m'a le plus bluffé la première fois que C'est je l'ai vrai. vu jouer, c'est Mm. vraiment sa qualité de passe, son coup d'œil, son timing, et pas uniquement pour les passes décisives en fait. Et moi c'est vrai que je suis souvent, tu sais, sensible à ça, ces petites passes de relance qui ressemblent à rien, Mm. mais qui te permettent derrière de développer l'action, ce type de choses. Je trouve qu'elle vraiment elle les a. Et c'était marrant parce qu'en début de saison, il y avait pas mal de balles perdues aussi. Et j'ai l'impression que dans cette équipe du Fever, il y a aussi que ses coéquipières apprennent à jouer avec elle Oui. et qui maintenant à s'attendre plus à pouvoir recevoir la balle dans des situations dans lesquelles peut-être elle s'attendait pas avant à recevoir les ballons. J'ai même vu passer une espèce de compilation sur Instagram un peu au deuxième degré où tu dis ouais, si on parlait un petit peu des balles perdues de Caitlin Clark, en Mm. fait tu vois toute une série de passes qui sont parfaites avec juste les joueuses qui attrapent pas les ballons, qui sont surprises, qui sont un petit peu en Ouais. décalage. Et ça c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool à voir en temps réel quoi. Ouais, c'est ça. Après, pour les pertes de balles, bah là, elle est sur je crois déjà, elle a peut-être dû battre le record d'ailleurs. Il me semble que le record, c'était Alyssa Thomas l'année dernière, du nombre de pertes de balles sur une saison. Il faut savoir qu'il y a plus de matchs maintenant au calendrier, hein. Maintenant, il y a 40 matchs, donc forcément, ça, faut pondérer ça. Mais bon, là, elle a encore fait 6 pertes de balles, mais tu as raison, il n'y a pas que de la maladresse ou comment dire, trop d'audace dans ses passes. Parfois, c'est aussi ses coéquipières qui arrivent pas forcément. Déjà, ça monte en compétence autour d'elle. Quand elle jouait à Iowa, c'était des joueuses il y avait une différence de niveau qui était assez abyssale entre elle et les autres joueuses. Même s'il y a Kate Martin, là maintenant, dont on parlait l'autre jour, qui joue à Las Vegas, qui est une joueuse très correcte, mais sinon, globalement, c'était pas simple. Là, elle commence à jouer avec des joueuses qui sont d'un autre niveau. Alia Boston, qui est All-Star encore cette année, qui est très jeune aussi et qui a mis 28 points, qui À 11 sur profite aussi. 14. Ouais, qui 28 points à profite 11 de la sur 14. connexion. Ouais. Voilà, c'est une très bonne joueuse. Elle profite de cette connexion-là, mais tu as raison, les joueuses apprennent à la connaître, elles apprennent à jouer avec elle. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus en attendre trop tôt. Et moi, déjà, je suis agréablement surpris de les voir à la 7e place. Je m'attendais à les voir plus bas et avoir une saison plus compliquée sur le plan des résultats. Donc voilà, tout va bien pour Caitlin Clark. Le break olympique, je pense, va lui faire du bien quand même. Ouais. Au niveau sollicitation mentale, médiatique, physique et tout, je répète que jouer 40 minutes, quand même, ça me paraît un peu beaucoup. Mais en tout cas, ouais, elle est sur la bonne voie et voilà, elle vient de marquer l'histoire avec 19 passes décisives, ce qui est assez fou. Et je pense que 19, à mon avis, elle peut très facilement, prochainement, cette année ou sur la saison suivante, dépasser la barre des 20 passes, des 20 passes sur un match. Ouais, on suivra ça avec attention. Je te propose qu'on reparte du côté en Summer League, voir un petit peu ce qui s'est passé. Il y avait pas mal de matchs hier, comme dans le CQFR d'hier. Je vous propose qu'on fasse quand même un focus avant tout sur les performances des Français. Ouais. Ouais, tu voulais ajouter quelque chose, peut-être, Shai? Non, non, pas du tout. Non, Non, du tout. excuse-moi, j'ai cru que je t'avais coupé la parole du coup sur Caitlin Clark et la WNBA. Allez, je te propose qu'on aille du côté des Lakers Mhm. pour deux raisons. Allez, on va commencer quand même par, même si j'ai bien compris que certains d'entre vous, et même nous parfois, on en a un petit peu marre de ne parler des Lakers que pour ou avant tout pour Bronny James. Faut quand même souligner, parce qu'on a surtout parlé de ses contre-performances jusqu'à présent, qu'il a fait un bon match hier, de loin Ouais. son meilleur match en Summer League. C'était dans l'opposition, j'ai perdu mon box score, c'était contre Moi aussi, j'ai contre perdu qui? justement. Je vais te le retrouver. Les Lakers jouaient contre les Hawks.
Hawks Exactement. où il y avait pas Zachary Rizaché n'a pas joué. Voilà. Mais Brony était là, effectivement, il a marqué 12 points, donc déjà est-ce que ce serait pas son record en Summer League sur les 4 premiers matchs? Ah si, je pense, ouais. C'est ce que Voilà, j'aurais dit, moi. il avait pas encore marqué à 3 points non plus, si je ne m'abuse, et il en a mis 2. Il a shooté à 2 sur 5. Puis tout en ayant toujours l'activité qui est quand même sa qualité principale. Mais voilà, il y a son interview d'après-match où il était content, vraiment, il était heureux d'avoir réussi à vaincre un peu le signe indien sur les tirs à 3 points. Ça fait quand même plaisir qu'il déverrouille ça et qu'on soit pas obligé encore de dire bon il est à 0 sur 19. Voilà, ça fait plaisir pour lui quand même. Ouais, exactement. Alors malheureusement, Zachary Rizaché n'a pas joué dans ce match. Il était laissé au repos tout simplement, je Mhm. pense. Mais il y a deux Français quand même qui sont rentrés en jeu pour les Lakers. Armel Traoré, 20 minutes, 8 points à 3 sur 4 au tir, 3 sur 4 au tir, un Ouais. rebond, une passe, deux interceptions. Donc toujours et 6 fautes. Donc voilà, il s'est donné à fond. Je suis pas étonné, mais il a continué à se montrer. Et l'autre Mhm. joueur, c'est Mohamed Diarra, qui n'était pas encore rentré en jeu du côté des Ouais. Lakers en Summer League et qui a été très bon sur un tout petit temps de jeu, 11 minutes, 3 sur 5 au tir, 3 rebonds pour finir à 8 points. Mhm. Donc voilà, plutôt cool du côté des Lakers de voir deux Français qui se montrent un petit peu de cette manière. Tout à fait, Armel Traoré qui était dans le 5 et t'as raison, qui s'est bien montré. De toute façon, à chaque fois qu'il apparaît, alors faudrait avoir le retour du coaching staff des Lakers, hein. Je pense qu'il y aura des confs de presse après pour faire l'analyse de la Summer League. Je pense pas qu'on verra Armel Traoré en NBA cette saison, mais enfin, je souhaite de me tromper, pardon, mais c'est bien de se montrer dans tous les cas pour être dans l'esprit des GM qui observent les matchs, même s'il doit repartir en Europe à la suite de cette Summer League, au moins il commence à se montrer dans ce contexte-là. Pareil pour Diarra et pour tous les Français qui ne sont pas forcément attendus en NBA la saison prochaine. Carrément, allez, on continue là-dessus. Il y avait un match Memphis contre Orlando. Je souligne quand même grosse perf à la fois de JJ Jackson 2 du côté de Memphis qui termine avec 27 points, 13 rebonds, 10 sur 20 au tir en 30 minutes. Et Scottie Pippen Jr. qui finit avec 25 points. Mais ce qui m'intéressait, c'était plus du côté d'Orlando parce que j'avais pas fait gaffe. Mais effectivement, Théo Malédon dispute la Summer League du Ouais. côté du Magic. Et il est rentré en jeu, 15 minutes, 4 points, 2 rebonds, 2 passes, une interception. Donc voilà, pour un joueur quand même qui est un joueur NBA, dans le sens il a déjà joué à ce niveau-là. Ouais. C'était son premier match de Summer League sur un temps de jeu réduit. À voir pour la suite. Ouais, pas beaucoup de temps de jeu, c'est pas forcément très encourageant. Après, il y a peut-être des raisons qu'on ignore, hein. Tu vois, par exemple, on parlait de Nadir Ifi hier, mais en fait, s'il a peu joué et si on le reverra pas en Summer League, c'est parce c'est pour des raisons personnelles. Donc peut-être que, enfin, pour Malédon, on sait pas. Pour tous les joueurs les temps de jeu, c'est assez mystérieux parfois en Summer League. Faut pas trop s'attarder dessus. Du côté d'Orlando, j'ai vu qu'il y avait, qu'il y avait encore Jared Culver qui essayait de gratter une place en NBA. Un joueur dans lequel j'ai beaucoup cru et sur lequel je me suis totalement fourvoyé. S'il veut se relancer à Orlando, écoute, il est le bienvenu. Voilà. Très bien. Allez, on continue notre tour de Summer League des Français. Du côté des Knicks, il y a Pacôme Dadier qui a joué à nouveau. Alors, match plus discret cette fois-ci, 25 minutes quand même, mais 2 points simplement, un rebond, une passe, une interception, une balle perdue en 25 minutes. Par contre, voilà, ça reste une bonne nouvelle. Je trouve qu'il a un temps de jeu conséquent sur cette Summer League avec New York. Ouais, ils le font jouer, donc c'est qu'ils ont quand même envie de le tester, de voir ce qu'il a dans le ventre. Dans ce match-là, dans le résumé que j'ai vu, je sais plus si on parlait, c'était ensemble qu'on parlait de Tyler Kolek la dernière fois. Il était titulaire, le rookie, le très très bon jeune meneur, 21 points, 8 passes, c'est son registre avec du shoot 3 sur 5. Un joueur à suivre dont j'aimerais bien qu'il se fasse une petite place chez les Knicks la saison prochaine dans la rotation. Ouais, Devant ton gars Cameron Payne. mon gars, sûr, Ton exactement. gars sûr. Allez, il y avait un petit Miami-Dallas. Voilà, on va avoir plusieurs raisons de parler de cette confrontation. Il y avait à nouveau Alexis, Melvin Aginsa qui est rentré en jeu du côté de Dallas. 21 minutes, 8 points à 3 sur 9 au tir, 2 rebonds, une passe si je me trompe pas. 2 C'est rebonds, ça. Deux non, rebonds, 2 rebonds, une pas de passe, mais interception. 2 rebonds, ouais, voilà. Voilà, donc c'est cool aussi. Temps de jeu intéressant pour Melvin Aginsa. Et du côté de Miami, on est obligé quand même de mentionner deux choses. La première chose, la très belle perf du rookie de Miami. On sait que cette équipe du 8 a du mal à recruter. Donc là, ils sont allés choper un intérieur, Kelly Ware, qui sort Ouais, très bon. de la draft. Enfin, un gros match, 24 points, 10 rebonds, 3 contre, à 9 sur 12 au tir. Donc ça, c'est quand même bonne nouvelle pour les fans du 8. Et un dunk complètement dingue Oh, ouais. de
Alondes Williams. On vous le met en image si vous l'avez pas vu. C'est un des Oui. plus beaux posters que j'ai vu depuis un paquet d'années. Je pense franchement complètement dingue. Ouais, non, mais sur le plan stylistique, ouah, c'est du très haut niveau. Ça surprend même. Tu t'attends pas à avoir un truc comme ça en Summer League. Bon, après, C'est lui, clair. c'est pas un débutant, hein, c'est un joueur de 25 ans qui a déjà un peu bourlingué sur les équipes de J-League. Et je crois que c'est le si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez si je dis une bêtise, je crois que c'est le MIP de la dernière saison de J-League. Il était du côté de Sioux Falls, je crois. Et c'est un joueur qui s'était déjà fait remarquer, mais je savais pas qu'il était capable de claquer des trucs comme ça. Ça a aucun sens, son dunk. Aucun sens. Complètement Il dingue. se courbe comme ça, je sais pas comment. T'as l'impression qu'il a 8 ans en l'air. Enfin, c'était assez magnifique. C'est clair. Allez, on va pour finir, il y avait un match Hornets face aux Boston Celtics. Alors, nous, on est un petit peu déçus parce que Tidjane Salin n'a pas joué ce match-là, laissé au repos après sa belle performance au match précédent. Par contre, du côté de Boston, il y a Kylian Tilly qui s'est montré plutôt à son avantage. 11 points en 19 minutes, 2 rebonds, 4 sur 5 au tir et 2 sur 3 à 3 points. Ouais. Alors, je ne sais pas quels sont les projets de Kylian Tilly ni ceux de Boston, dans quelle mesure il l'envisage sérieusement pour un spot potentiellement. Je t'avoue que je ne sais même pas combien de spots il leur reste potentiellement, Mm. mais il a un profil pas inintéressant, Kylian Tilly. Mais toujours, il a toujours c'est un joueur. Quel profil NBA pour être un intérieur stretch? Il a du shoot. Il avait fait une belle carrière universitaire avec Gonzaga. Avec Memphis, il a eu quelques opportunités, mais il y a eu des blessures. Il y a eu d'autres joueurs qui ont été privilégiés. Et il a très peu joué ces dernières années, finalement. Il était en J-League il y a 2 ans, je crois. Et depuis, on l'a quasiment pas vu, notamment à cause des blessures. Et bah, ce serait super s'il peut se faire un petit spot dans une équipe comme les Celtics, si c'est pour reprendre un rôle. Je sais pas, bon, Luc Cornet est toujours là, mais voilà, dans ce registre-là, quelques minutes à portée du stretch, ce serait super. S'il peut, de toute façon, retrouver un contrat quelque part, tout simplement, parce que c'est un joueur qu'on aime bien, hein, qui a 26 ans, ça fait pas mal de temps qu'il est là, mais qui a que 26 ans, donc qui a encore du temps devant lui pour réussir une carrière. Ouais, carrément. On va pas s'emballer, mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé que le fait qu'il joue et là qu'il soit bon, et puis comme tu dis, qu'il montre qu'il peut marquer à 3 points et tirer les défenses, on sait à quel point c'est important pour le staff de Boston. On sait aussi que Kristaps Porzingis sera pas là en début de saison. Bref. Affaire à suivre, on veut pas lui porter l'œil, mais en tout cas c'était plutôt cool. Voilà, on va refermer cette page sur tout ce qui était Summer League. Si vous voulez le détail, n'hésitez pas à aller, que ce soit sur Basket Session ou même sur le site de la NBA si vous voulez voir toutes les stats détaillées. Une dernière chose, peut-être une signature en BetClick Elite et voire en Euroleague pour la saison prochaine. Shai, on sait qui va remplacer Tuomas Isalo qui est donc s'est engagé du côté des Memphis Grizzlies pour être assistant coach et on sait maintenant qui le remplacera à la tête du Paris Basketball. Ouais, c'est un nom bien connu des fans d'NBA, des fans des San Antonio Spurs notamment. C'est Thiago Splitter, le Brésilien, l'ancien intérieur brésilien des Spurs, qui avait commencé une carrière dans le coaching là, ces dernières années, depuis sa retraite en 2017, je crois. Il a passé 4 saisons avec les Nets. L'année dernière, il était dans le staff des Houston Rockets. Et là, il est donc head coach du Paris Basketball. Donc c'est intéressant, un coach jeune, il n'est pas encore quadra, hein, on imagine plein de bonnes choses intégrées dans son logiciel de coach avec tous les grands noms qu'il a côtoyés, notamment aux C'est ce que j'allais Spurs. dire. Ouais. En Europe, il a quand même fait aussi une carrière. Il a joué en Espagne. Pour Il Dusko a, Ivanovic, notamment longtemps voilà, du côté voilà, ce qui s'appelait le Tao Ceramica à l'époque. voilà. Il a quand même plein de bonnes choses je pense, à proposer. Que ça va donner, mais c'est plutôt bien qu'un nom comme ça, avec sans doute des idées du réseau, tout ça, va pouvoir reprendre le flambeau, parce que c'est une saison très, 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 très belle qui s'est déroulée du côté du Paris Basketball, et c'est bien d'avoir un nom comme ça qui arrive. On va voir ce que ça donne, on va suivre ça avec attention. Ouais, c'est ça. Effectivement, sur le palmarès et sur le nom, bah, c'est cohérent, je trouve, avec ce qu'essaie de mettre en place Paris Basketball. Après, il faudra voir. Ça sera malgré tout sa première expérience, si je ne me trompe pas, en tant que véritable head coach. Ouais. Voilà, dans une situation qui est enviable, je pense. Paris, l'Arena, puis l'Euroleague maintenant. Mais voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était un joueur qui était hyper plaisant à voir jouer, Thiago Mm. Splitter, pour ceux qui s'en rappellent. Gros QI aussi, capable de s'adapter à pas mal de situations. Je pense qu'il aurait été très bon dans la NBA moderne. Exactement, ouais. Bref, voilà. Des choses à suivre du côté de Paris Basketball. Je te propose qu'on referme ce CQFR là-dessus. Shai, cet après-midi, en fin de journée, vous pourrez retrouver le replay de
de la Late Session de mardi qu'on vous mettra sur YouTube et en streaming. Et puis, nous, on se retrouve dès demain pour continuer à débriefer l'actualité. Yes, à demain. Ciao à tous.